Je me lance ici dans la deuxième partie de la régulation des systèmes CVC. Donc après avoir fait une introduction à peu près à la notion de système et à aux notions de régulation PID, proportionnelle, intégrée, dérivée, je vais voir ici un petit peu plus la méthodologie pour régler correctement ces systèmes. Donc c'est le complément de la vidéo précédente et j'attaque pas encore des cas concrets de réglage de système CVC. Alors, je reviens un petit peu à mon synoptique. Donc ici, on a un système qui est dit en boucle fermée, donc dans lequel on va trouver notre régulateur PID, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, notre système ici, les perturbations qui peuvent arriver sur notre système, la grandeur physique ici qui est régulée, le capteur et la boucle de retour. Tout ça, on avait vu. Donc, en regardant un petit peu plus près, on voit qu'on travaille surtout avec l'erreur, qui est la différence entre la consigne et le retour qui est récupéré par un capteur. Je reviens pas là-dessus. Donc ça, c'est pour nous remettre un petit peu en tête et pas attaquer bien en tête la suite. Alors, la stratégie PID, ça veut dire trouver les bonnes valeurs de KP, KI, KD pour avoir le meilleur compromis stabilité, précision, rapidité. Alors, la première étape de chaque régulation commencera à dire quels sont nos objectifs. Alors, forcément, je l'ai dit, on voudra de la stabilité, mais ce qui sera intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on veut précis et rapide, est-ce qu'on fiche de la précision et qu'on préfère la rapidité, est-ce qu'on veut de la précision et pas de la rapidité, est-ce qu'on veut les deux? C'est un petit peu ça, les premières questions à se poser, et ensuite, de trouver les valeurs de KP, KI, KD qui correspondent, ce qui, sur un régulateur Siemens, nous amène à trouver les valeurs de XP, TN et TV. Je vous rappelle que KP et XP, donc c'est ce qui correspond au gain proportionnel, mais ces deux grandeurs évoluent en sens inverse. Il y en a une qui est l'inverse de l'autre, de même que pour KI et TN, alors que pour KD, ce sont les mêmes grandeurs. Ici, on a la théorie de la régulation PID avec les grandeurs qu'on a donc sur les trois actions. Et ici, on a la mise en œuvre de ces principes avec un vocabulaire technologique, on va dire empirique ou on va dire de terrain qui nous fait apparaître des grandeurs qui sont des grandeurs qui sont plus parlantes en quelque sorte. C'est l'objectif. Plus parlantes à la personne de terrain, alors qu'ici elles sont plus parlantes pour le physicien. Voilà, donc c'est la même chose, sauf que faudra faire attention un petit peu à ce qu'on fait. Alors, la méthode de base, on laisse les valeurs par défaut. C'est ce que je vois régulièrement, c'est dans les installations que les installateurs m'ont laissé, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est stable. Pas toujours, puisque je l'avais montré, j'avais des régulations qui étaient instables et qui passaient leur temps à faire des allers-retours entre 0 et 100% de 23 voix. Pas toujours, mais autrement, voilà. Mais les performances peuvent nettement être améliorées. Encore une fois, je reviendrai dans les différents exemples que je vous donnerai. Ça va être le chauffage d'une salle de gymnase, ça va être des régulations de CTA, des 23 voix, de régulation de vannes ECS, des choses comme ça, voir quels sont les gains qu'on a derrière. Alors, on peut se contenter de laisser les docs, mais bien lire la doc, parce que dans les docs, on nous dit quand même, alors si vous faites une régulation, je sais pas moi, sur une salle, c'est pas pareil que si vous réglez une température soufflée, c'est pas les mêmes valeurs. Si vous faites de la régulation sur une vanne ECS, c'est pas les mêmes valeurs. Il faut aussi rentrer des valeurs qui correspondent au temps de course des vannes, des choses comme ça. Enfin voilà, faut quand même pas se contenter de laisser les valeurs par défaut, il faut les adapter quand même à la situation. Et ça, généralement, c'est pas fait. On met le régulateur en place et paf, on se barre. Encore une fois, j'ai des fois des mots un peu désagréables envers les entreprises. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises compétentes, il y en a. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens compétents, il y en a. Je dis qu'il y en a pas assez, et en particulier dans le petit collectif. Je suis pas inquiet pour les grosses installations, même si j'ai vu 2-3 fois, mais les compétences existent, elles ne sont pas suffisamment diffusées dans notre pays.
Et bien souvent, les gars, alors je leur reproche pas, ils n'ont pas la formation, leur entreprise n'a pas pris le temps de les former. Il faut, voilà, c'est les critères performance, plutôt rentabilité qui l'emportent. Et donc du coup, on fait le chantier et on se barre. Il faudra quand même penser à vérifier la stabilité derrière aussi, hein. Là, ça m'aurait évité quelques écueils. Mais bon, le niveau, on va dire correct, ça serait de passer un peu de temps à régler son système. Alors, c'est pas si compliqué. On part des valeurs par défaut, sans action dérivée. Les valeurs par défaut, encore une fois, après avoir lu la doc, donc quand même s'être un petit peu adapté au cas qui est donné, hein. Et puis, on augmente la valeur de l'action proportionnelle, ce qui veut dire réduire la bande passante jusqu'à la limite de stabilité. On a vu que l'action proportionnelle améliorait la rapidité, mais réduisait la stabilité. Et il y a quasiment systématiquement un moment où l'action est trop rapide et déstabilise le système. Une fois qu'on a trouvé cette limite de stabilité, on fait marche arrière et on va reculer le gain intégral de 25% à peu près. Alors là, ce que je donne, c'est un ordre de grandeur à adapter à chaque cas particulier, ce qui veut dire augmenter la bande proportionnelle de 25%. À partir de là, donc on va augmenter un petit peu KI, mettre un petit peu de gain intégral jusqu'à la limite de stabilité également. Et ensuite, on va réduire la valeur de KI. Et si on a des problèmes de stabilité, et uniquement si on a des problèmes de stabilité, on va jouer cette fois-ci avec une action dérivée. J'aurais presque pas dû mettre cette partie-là. Si on fait à la main et qu'on n'a pas d'autres éléments, il vaut mieux se contenter d'un réglage uniquement PI et ne pas mettre d'action dérivée. Parce qu'en fait, l'action dérivée, on va la mettre en place lorsqu'on a des systèmes qui sont instables. Et régler un système instable à la main comme ça, on peut y arriver, on peut avoir un peu de chance, mais c'est pas si évident. Le niveau expert, qui à mon sens devrait être le niveau de toute installation collective où on est sur un chantier, où on va dépenser, je sais pas, nous, notre chantier pour une école, c'était 400 000 € sur le lot CVC, donc voilà, on doit faire des mises en service faites par des professionnels, alors peut-être un sous-traitant, voilà, je sais que les compétences se payent, elles se payent d'autant plus cher qu'elles sont pas nombreuses, voilà, mais il faudrait quand même réussir à avoir ce genre de choses-là. Alors, il faut identifier le système pour améliorer les valeurs de départ. L'identification, ça prend un petit peu de temps. Je vais pas parler modélisation parce que là on serait dans quelque chose. La modélisation, c'est l'écriture mathématique de toutes les relations de notre système, et puis on en déduit les valeurs du système à partir de son modèle mathématique au plus proche du réel. Alors ça demande des compétences encore plus élevées et ça me paraît disproportionné par rapport à ce qu'on recherche ici. Non, une identification, c'est-à-dire observer la réponse du système à des sollicitations et déduire de la différence qu'il y a, de la réponse du système aux sollicitations, on va en déduire les différentes constantes du système de manière empirique. Alors c'est chronophage, ça prend du temps. En tout cas au début, quand on sait pas trop faire, quand on bidouille un petit peu. Après, on a des procédures, on a une méthodologie. C'est comme tout. Au début, on passe du temps, puis après, ça l'est moins. Le temps perdu, il sera remboursé quelque part parce qu'une régulation qui fonctionne bien, c'est moins de suivi, c'est moins d'appels, ça marche pas, les gens sont pas contents, ils ont de l'air froid sur la nuque, etc. Non, ça marche. Et puis on a aussi des arguments pour dire, alors c'est pas ces pseudo autocontrôles qu'on voit un peu partout qui nous disent oui, moi j'ai fait du bon boulot, allez hop, je me barre. C'est une satisfaction du client, de la notoriété pour l'entreprise, qui va dire oui, vous voyez, nous on bosse bien, nous nos clients sont satisfaits, voilà. Et c'est une élévation des compétences. Je le redis, il faut investir dans la formation. Voilà, ça me paraît fondamental dans notre pays. On néglige trop toutes les parties techniques, etc. Et on manque cruellement de compétences. Donc, l'éducation nationale fait pas bien son boulot. Et il faut faire de la formation en entreprise sur ces domaines-là. Ça me paraît vraiment, vraiment fondamental. Alors, je vous avais présenté donc la notion de boucle fermée. On va voir quelques principes pour comprendre un système. C'est ce que je souhaite compléter ici. Et donc, dans la partie modélisation, identification du système, voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est la boucle fermée.
hein, et on va voir qu'on a une étude du système en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'il faut couper le retour au régulateur et avoir donc une boucle ouverte pour regarder à une sollicitation en entrée, qu'est-ce qui se passe en sortie, donc en intégrant le capteur bien sûr, et non pas en plaçant un appareil de mesure, notre appareil de mesure. Il faut le système, donc il faut utiliser le capteur du système. Hein. Et voilà, on fait des essais en boucle ouverte. Alors, essayons de voir un petit peu différents systèmes. Je présente celui-là, même si, juste par curiosité intellectuelle, un système qui se comporte en boucle ouverte comme un intégrateur, c'est-à-dire un système où lorsque j'ai une consigne en entrée constante, eh ben, la sortie évolue, augmente toujours à l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, par exemple, le remplissage d'une cuve commandé par une vanne. Remplissage d'une cuve, ben oui, vous avez un actionneur, c'est une vanne motorisée par exemple, et puis vous surveillez le niveau de la cuve. Et ben ça, typiquement, c'est un système intégrateur. Si ma vanne reste ouverte à une position fixe, le niveau augmentera indéfiniment. Typiquement, la cuve de nos toilettes. Hein, vous regardez, vous avez un actionneur proportionnel qui est lié à la hauteur d'eau dans le... voilà, on a un système bouclé là qui est électromécanique dans une cuve de toilette. La position commandée par un moteur. Hein. Quand j'appuie sur la pédale d'accélération, si je reste à une position constante de mon actionneur, eh ben, je vais avancer à l'infini. Hein, voyez, ce genre de choses. Eh ben, il faut savoir que quand je boucle ce système, lorsqu'il va être bouclé, il va être précis par une simple action proportionnelle. Tout simplement parce que s'il trouve une position stable, c'est qu'il ne bouge plus. Et comme le système, il se comporte comme un intégrateur, c'est-à-dire que dès qu'il y a une consigne, il avance, il remplit la cuve, il avance. S'il avance plus, c'est qu'epsilon égale 0, puisque je vous rappelle qu'en sortie, si ça bouge plus, voilà, avec une simple action proportionnelle, si ça bouge plus, et ben à ce moment-là, j'ai un système qui est précis. Donc il faut pas essayer de chercher des régulations compliquées. Type pays, lorsqu'on a un système qui se comporte comme un intégrateur pur. Alors, j'ai pas vu d'exemple comme ça dans les systèmes CVC. J'en mettrai peut-être, mais je pense qu'intellectuellement, ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsque le système est en boucle ouverte et ce qui se passe quand je le boucle finalement. Hein. Les autres systèmes qu'on a, lorsqu'on met une entrée sur notre système, eh bien, la sortie est stable, va se stabiliser à une valeur. Et c'est ce genre de système-là qu'on va étudier. Alors, là, je vais parler du problème du retard. C'est quoi le problème du retard? C'est que entre le moment où je lance une action, ici, par exemple, j'ai ma consigne qui évolue. Alors là, je parle d'un système bouclé, j'ai ma consigne qui évolue, et le retour, donc à l'entrée de mon régulateur, le retour va réagir avec un certain temps de retard. Voilà. Alors, je reprends, j'ai ma consigne qui monte ici, donc jusqu'à une consigne, et j'ai donc ma commande qui passe directement à 100%, puisque mon retour, je l'ai pas mis ici, mais il est de 0. Donc, j'ai ma commande qui passe automatiquement à 100% au niveau de mon régulateur. Et ce qui va se passer, si j'ai un retard, c'est-à-dire qu'entre le moment où ma commande passe de 0 à 100%, mon système, il met du temps à réagir. Vous voyez, je vais appeler ça le retard entre... Alors, attention, dans ce retard-là, il y a plein de choses. Il y a le temps que met ma vanne à bouger, il y a le temps que met l'eau à avancer, il y a le temps que met la chaleur, si je parle d'une vanne avec un système, que met la chaleur à arriver jusqu'au capteur. Il y a le temps que met mon capteur à transformer cette température en une grandeur électrique, par exemple. Donc c'est tout ça le retard. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais toujours est-il que au bout d'un moment, ma grandeur évolue comme ça de manière continue. Alors effectivement, là, ma consigne est restée comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il voit ça, il se dit, faut y aller, parce que la consigne est là, mon retour il est là, faut y aller. Donc il reste à 100%. Je représente ici ce qu'on appelle la bande proportionnelle.
hein, le fameux XP, hein, la bande proportionnelle, qui est la partie dans laquelle le système va commencer à réguler. Donc finalement, jusqu'à cette valeur-là, je vais rester avec une consigne qui va rester à 100%. Vous voyez, ma commande ici va rester à 100% jusqu'à ce que je rentre dans la bande proportionnelle. Une fois que je vais être dans la bande proportionnelle, donc à partir de là seulement, jusqu'à ce que mon retour ait atteint la consigne, finalement, eh ben, ma commande va descendre jusqu'à 0%. OK? Donc, je pense que là, on comprend bien. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, le problème, c'est qu'OK, ma commande, pardon, est passée à 0%. Ou à moins 100%, encore une fois, hein, ça dépend des systèmes, hein, ça sera plus 100%, moins 100% ou 0, 100%. Là, on va considérer qu'on est à 0%. Eh ben, il va falloir attendre la même durée avant que ça réagisse là-haut. Le retard que j'ai ici, je vais le retrouver là, dans le temps que va mettre mon système avant d'intégrer cette modification de la commande. Et à ce moment-là, alors je vais avoir quelque chose qui va pas être avec une cassure de pente un peu comme ici, hein, puisque j'ai une modification progressive. Ici, j'étais en réponse à un échelon, hein, donc je vais avoir quelque chose comme ça. Forcément, si je suis à 0%, on peut considérer que je vais retomber. Hein, et à ce moment-là, je vais repartir ici. Je vais redescendre dans ma bande proportionnelle, hein, à ce moment-là. Et puis, bah donc, lorsque j'en suis là, à peu près, bah là, je vais avoir ma consigne qui repart et qui va remonter, et donc avec un temps après, je vais repartir dans l'autre sens, etc., etc. Voilà. On voit que ce système va donc être oscillant, avec une forte oscillation entre ma consigne, hein, qui est constante, et finalement mon retour qui va fortement osciller autour de la valeur de consigne. Hein. Et voilà, donc ça c'est le problème du retard que l'on a dans notre système. J'espère que j'ai été clair ici. Alors, ce qui est important de voir, c'est que le problème du retard, hein, que j'appelle le grand T, hein, c'est ce retard-là, il va s'apprécier en particulier en le comparant à la dynamique du système. La dynamique du système, alors, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je l'ai positionné ici, mais bon, c'est pour voir un petit peu où il se trouve. C'est en gros, vous voyez, là, j'ai ma consigne, et puis lui, il réagit. Alors, il réagit jusque-là. En réalité, il faudrait aller regarder jusqu'où il réagit pour une consigne comme ça. Hein. Voilà. Mais bon, je le mets ici, là, comme ça. Mais il faut comprendre, et puis en plus, le système est bouclé, donc ça vient modifier un petit peu les choses. C'est un petit peu plus subtil. Je vous l'ai dit, je veux pas mettre d'équation, je veux qu'on comprenne un petit peu ça au nez, bien comprendre qu'il y a deux choses, en fait, il y a deux constantes de temps là-dedans. Il y a une constante de temps qui est le retard entre le moment où je lance ma commande et le moment où mon système réagit, et puis après, il y a la rapidité du système. Hein, et donc, on a deux constantes de temps, là, qu'on appelle T et tau, ou elles peuvent avoir d'autres noms. Siemens lui a donné d'autres noms, TU, TG, je crois. Et voilà. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est de comparer ces deux valeurs-là. C'est ça qui va nous permettre de dire si le système est facile. Ici, le système tel que j'ai présenté, il est quasiment impossible à réguler. Il va falloir augmenter la bande proportionnelle fortement, hein, et même la descendre ici sur des valeurs supérieures, hein, pour qu'on soit jamais à 100% finalement, hein, de consigne. Donc on soit toujours dans la bande proportionnelle, de manière à avoir des valeurs qui vont rester faibles au début, hein, et puis qui vont se réduire, et rajouter une toute petite action intégrale pour que le système soit un peu plus précis, parce que forcément, si j'augmente fortement la bande proportionnelle, j'ai des erreurs statiques qui sont importantes, et donc il va falloir mettre de l'action intégrale également, mais pas trop, parce que sinon, voilà, je vais déstabiliser mon système ici. Ça, de toute manière, ça sera un système très lent. Donc mon système sera très lent. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'identifier un système. Alors, c'est Broida qui fait ça. Alors, il y a différentes méthodes d'identification. Broida, Stretch et Ziegler-Nichols pour les plus connus, pour ceux qui ont fait des asservissements. Broida nous dit que globalement, un système, je vais pouvoir l'approximer, l'approcher par un retard pur, ce qu'on vient de voir,
Un premier ordre, donc, avec sa constante de temps. Un premier ordre, c'est quelque chose qui réagit simplement. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de mettre de mathématiques, mais c'est une exponentielle amortie avec sa constante de temps. Et un gain statique, le gain statique, c'est tout simplement le rapport qu'il y a entre la sortie et la consigne lorsque le système est stabilisé. Et donc, identifier notre système, c'est mettre des valeurs un petit peu sur ces trois éléments-là. Et puis après, on a des valeurs initiales d'une régulation PID qui conviennent. Donc, on va déterminer T, le retard pur, et la constante de temps, taux du premier ordre, et éventuellement le gain statique également. Donc, il y a différentes méthodes pour ça, qui sont des essais qu'on fait. Alors, on nous dit, faites un essai en boucle ouverte. Ça, c'est la méthode la plus courante. C'est celle que je vais vous présenter ici, mais je le verrai après plus spécifiquement, parce que vraiment, si on peut faire l'essai en boucle ouverte, c'est ce qu'il faut faire. Après, il y a des essais, si on peut pas ouvrir la boucle de notre système, eh ben, il faut faire des essais en boucle fermée et regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc, la méthode nous proposera des valeurs pour la régulation PID, nous donnera des valeurs pour l'action proportionnelle, intégrale et dérivée. Alors, il faut faire très, très attention. Suivant la méthode choisie, les valeurs de T et taux, leur influence sur l'action PID, eh ben, ils parlent pas toujours de la même chose. Tout le temps, on parle de temps, mais comment on définit le retard pur, comment on définit la constante de temps du système, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc, faut pas prendre un bout d'une méthode et l'appliquer au calcul d'une autre méthode. Voilà, vous avez telle méthode, on vous dit vous calculez T et taux comme ça, il faut rester sur la même page et dire on prendra telle valeur de l'action proportionnelle intégrale dérivée et pas mélanger ça avec une autre méthode par ailleurs parce que le texte nous paraît plus clair. Sinon, on est embêté. Alors, regardons un petit peu un système extrêmement simple, d'une vanne, ici, 23 voies, avec une pompe et une température. Donc, ça, on va voir un système régulé, parce que régulièrement, on a une température de départ ici qu'on veut réguler. Alors ça, ce n'est jamais réglé. En soi, c'est pas très grave, je le reconnais, sauf si on oublie quand même de mettre la bonne valeur du temps de course du cerveau moteur, ça c'est plus embêtant. Mais autrement, les valeurs par défaut conviennent à peu près, mais bon, c'est un système simple. Je crois qu'on comprend très bien que si je mets ma sonde de température très loin ici après l'actionneur, je vais avoir un retard important. Ce petit aparté pour dire que, évidemment, que si on place mal nos sondes, si elles sont pas correctement placées, eh bien, on va être très embêté pour faire une bonne régulation. La première chose à faire quand on veut réguler, c'est vérifier que les sondes sont bien placées. Et ça, alors dans les pièces, la sonde qu'on va trouver derrière une porte, évidemment, cette sonde-là, avant qu'elle ait une température qui corresponde à l'ambiance de la pièce, entre le moment où le radiateur agit et le moment où la sonde réagit, là vous avez un retard énorme. Donc vous avez des systèmes oscillants, c'est clair. Par inverse, la sonde qui sera juste en face du radiateur va rapidement dire qu'il fait bon, alors qu'à l'autre bout de la pièce, il fera pas bon. Donc c'est tout bête, mais c'est pareil, c'est le fil de la sonde de gaine qui est pas correctement déployé, c'est pareil, ça va être le même souci. Donc voilà, bon bref. Donc c'est très très important de placer. On place la sonde après la pompe parce que la pompe, elle rajoute un petit peu d'énergie au fluide. Et donc, ils font prendre en compte cette légère élévation de température derrière la sonde. Voilà, donc moi je place jamais la sonde ici entre les deux, même si ce sera un petit peu plus rapide. Alors à condition bien sûr que il y ait un alignement de quelques centimètres entre ma vanne, ma pompe et ma sonde. Si la pompe se trouve à l'autre bout du circuit, tant pis, je mettrai si la pompe est à l'autre bout, oui, je mettrai ma sonde derrière la vanne. Alors voilà, le retard, il va être lié à quoi finalement entre mon action sur la vanne et son effet sur la température? Il va être lié à la vitesse de la vanne, au débit de la pompe, au diamètre du tuyau, à la distance du capteur et à la constante de temps du capteur. Voilà, toutes les petites choses où on peut imaginer un retard lié à tout ça, vous voyez? Donc c'est tout ça qu'on va prendre en compte. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui sont ni simples ni délicats. Alors, regardons un petit peu l'essai que propose Siemens pour identifier un système.
Donc là, c'est la doc Siemens qui nous dit, ben vous allez prendre pour ce système de vanne, hein, mais d'une manière générale, pour tout système, si on peut le faire, vous allez faire varier votre action entre 40 et 80% à l'entrée du système, et vous allez relever la valeur de retour qui peut avoir un petit peu cette allure-là. Et à partir de là, vous allez mesurer le fameux retard, TU, donc que vous allez attraper, ça va être le temps entre le début de l'action et le moment où l'action ici que vous allez essayer d'approximer avec une tangente coupe l'axe ici temporel sur le retour. Et là, on va avoir ce qu'on va appeler le retard de notre système. Et en prenant donc la tangente ici avec notre système et la valeur finale, donc l'intersection de ces deux tangentes, on va relever ici TG, donc la constante de temps du système, qui n'est pas forcément la constante de taux du système, la constante de temps taux du système, mais cette valeur qui est relevée ici. C'est pour ça que je dis d'une méthode à l'autre, ces temps ne sont pas forcément les mêmes, il ne faut pas forcément les comparer. On va avoir donc pour le calcul de notre gain statique, on va avoir une élévation ici du retour qu'on va rapporter à l'élévation, donc le delta de la commande. Et Siemens nous dit que vous allez calculer lambda qui vaut TU sur TG. Et si lambda est plus petit que 0,1, vous êtes face à une régulation facile. Ça veut dire que le retard ici TU, ce qui n'est pas du tout le cas là, est inférieur à 10% de TG. C'est ça que ça veut dire. Lambda inférieur à 0,1, ça veut dire qu'en fait, le TU est tout petit et donc on a une réaction qui est très rapide entre la commande, et le retour. Si on est entre 0,1 et 0,3, donc entre 10 et 30%, à ce moment-là, on commence à rentrer dans des systèmes qu'il n'est pas facile de commander. Et si on est à plus que 0,3, ce qui est le cas ici, on va être dans des régulations qui vont être difficiles, qui seront par nature lentes, si on veut qu'elles soient stables. Je crois que voilà. Après, si on peut se permettre des oscillations, pourquoi pas, ça reste des choses à évaluer. Et à ce moment-là, Siemens nous dit, vous réglerez XP à cette valeur-là, donc 2 TU, donc 2 fois lambda delta X sur delta Y, donc le delta Y c'est 40%, il est déjà connu, donc on pourrait simplifier un petit peu ça, et le delta X, on le relève ici, donc si c'est une élévation de température, on est peut-être parti de la position de la vanne, c'était peut-être, je sais pas, 37 degrés, on est arrivé à 63 degrés, voilà, on fait la différence, et on a tout ça, et on va bien avoir quelque chose qui va se trouver être en degrés pour la bande proportionnelle, puisque delta X sera en degrés, ça c'est des pourcentages, ça c'est des rapports de temps, vous voyez, on a quelque chose qui est en degrés. Et ils nous disent de mettre un temps intégral de 3 fois TU, donc 3 fois le retard relevé ici. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour des petits outils qui vont me servir à présenter les régulations du système. Donc les prochaines vidéos, on partira sur des cas concrets de régulation. Voilà, donc j'espère que ces deux petites vidéos introductives vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à laisser un commentaire sur la vidéo, sur les thèmes que vous voudriez que j'aborde d'une façon ou d'une autre, ou bien si j'ai fait quelques erreurs dans ma présentation. À la prochaine!